Le baccalauréat session de juin 2022 a livré son verdict avec 59% de taux de réussite au plan national. Vous suivrez dans ce journal la délibération du directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva. Dans ce journal, il sera également question de plus d'1 millier d'enseignants aspirants des lycées techniques mis en formation. Une décision qui figure dans la livraison du porte-parole du gouvernement après la séance hebdomadaire du Conseil des ministres du mercredi dernier. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont en train de se dégrader très rapidement. Le gouvernement ivoirien exige la libération des 49 soldats arrêtés alors que la junte malienne semble de plus en plus gagnée par la paranoïa. Bonsoir à vous et bienvenue à ce journal. Je l'annonçais en titre, les candidats à l'examen du baccalauréat 2022 sont fixés sur le sort. Alphonse Da Silva, le directeur de l'Office du bac, a proclamé dans la soirée de ce mercredi 13 juillet 2022 les résultats de l'examen à Cotonou. Le taux d'admissibilité au plan national est de 59% contre 64% en 2021. C'est le département de l'Atlantique qui vient en tête avec 65,65%. Suivons-le. Le baccalauréat de la section unique de juin 2022 s'est déroulé du 20 au 24 juin avec 77 416 candidats inscrits. À la fin des compositions, les copies de tous les centres ont été totalement mélangées. Cela pour permettre que les copies soient corrigées avec doigté. Les copies ont circulé à travers les départements du Bénin et totalement mélangées. C'est ce que nous appelons permutation des copies. Ainsi, par exemple, les copies d'un département ont été corrigées dans 5 autres départements au moins. Au terme de leurs travaux, nous pouvons retenir qu'il y a une bonne performance des candidats qui s'explique d'abord par les réformes au niveau gouvernemental. Au total, après avoir fait l'exégèse des copies et jugé de la fiabilité, de la correction, nous avons atteint le taux de 59,00%. Cette justesse vraiment fait qu'on se dit, mais c'est même pas 1% en plus ou bien 1% en moins, 59,00%. Je crois que c'est aussi une performance. L'année dernière, nous avons atteint 64%, mais c'est le taux historique qui ne sera pas de sitôt battu, mais nous le souhaitons. Cette année, la performance aussi a été observée et je crois que c'est un effort du gouvernement qui a mis les enseignants dans de bonnes conditions pour que l'avenir de notre pays soit un avenir radieux pour que nous puissions effectivement développer tout ce que nos ancêtres, nos parents ont mis à notre disposition. Enfin, moi-même, je suis déjà parent, et ont mis à la disposition de la jeune génération pour que les choses se passent très bien. Alors, en ce qui concerne le classement des départements, bon, nous avons l'Atlantique qui vient en tête avec 65,65%. Ensuite, en deuxième position, nous avons le littoral, 64,51%. Je ne vais pas tout citer. Le mono vient en troisième position avec 59,74%. Les autres départements ont fait des percées notables en ce qui concerne Borgou, la Liborie. C'est dire que les moyens qui ont été mis à la disposition du système éducatif ont porté leurs fruits. Je pense que cette performance augure de la prolongation des efforts fournis par le gouvernement du président Talon pour que la jeunesse puisse prendre les devants et pour que notre pays puisse sortir de l'ornière du sous-développement. Je vous remercie.
Parlant toujours du bac, les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2022 sont désormais fixés sur le sort. Après un long moment d'attente, d'inquiétude et d'angoisse, les résultats sont enfin là. La joie et le bonheur se lisent sur le visage des candidats admis. Le constat dans le CEG à Kwakwassante et le CEG Saint-Rita. Ils l'ont enfin obtenu. Ils ont eu leur bac et sont désormais de nouveaux bacheliers. L'émotion est grande après une année de sacrifices, de veille et de stress. La joie se lit enfin sur les visages. J'ai pu tirer mon épingle du jeu. C'est une grande joie pour moi et pour ma famille aussi parce que l'émotion est trop. Je me suis trop donné cette année. Je me suis donné, travaillé en salle. J'ai fait ce qu'il faut, ce qu'il fallait, j'ai fait. Mais stress aussi, ça n'a pas manqué parce que on dit la moyenne de classe ne détermine pas ton succès au bac, au fait. Parce que le premier de la salle peut échouer et le dernier peut avoir son bac. C'est comme ça qu'on manque. Moi aussi, je me faisais tellement d'idées dans la journée d'hier. D'abord, je pourrais dire, parfois tu es un peu fatigué d'apprendre, mais tu n'as pas le choix. Donc, tu dois te réveiller, apprendre, passer sous le soleil, la pluie, tout ça là. Donc, je me suis vraiment donnée pour l'avoir cette année. Je suis tellement contente. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au CEG Saint-Rita, dans la série C, sur 11 candidats présentés, 10 sont admis. C'est un sentiment de satisfaction qui anime les dirigeants de l'école. Oui, tout au long de l'année scolaire, les enfants, les professeurs, les parents, la direction, je crois que tout le monde s'est battu pour qu'on puisse avoir un bon résultat à la fin. Donc, en dehors des cours, il y a donc des séances de travaux dirigés et cela a permis aux enfants d'avoir quand même le niveau qu'il faut avant donc, de se présenter aux examens. Pour les candidats admissibles, ils doivent savoir que c'est déjà un pas. C'est un pas et déjà l'administration, toute l'administration les félicite, les professeurs les félicitent pour ce travail abattu. À l'endroit des candidats qui n'ont pas pu décrocher le bac, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut se dire, certainement à un niveau donné, quelque chose n'a pas marché. Donc, il s'agit donc de faire, il ne s'agit pas de pleurer sur son sort, il ne s'agit pas de se torturer, il s'agit de se remettre en cause, de se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai fauté? Et de chercher à faire le bilan. Là où ça n'a pas marché, chercher à savoir afin de mieux se préparer pour le prochain bac. C'est une grande étape déjà franchie pour ces nouveaux bacheliers. Cependant, les épreuves orales qui démarrent ce lundi 18 juillet 2022 jouent également un rôle très important pour leur réussite définitive. Et on parle à présent du BEPC. Les résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle sont connus depuis le dimanche 10 juillet dernier. Pour les admis, ils passent au second cycle et devront donc s'inscrire dans de nouvelles séries. Comment s'orienter vers ces séries après avoir obtenu son BEPC? Nous vous proposons quelques conseils dans ce reportage de Kenneth Enyangui et Mathieu Soso. Mardi 12 juillet 2022 à Cotonou, nous sommes au lendemain de la proclamation des résultats de l'examen du BEPC et déjà des candidats déclarés admissibles se décident sur la série à faire au second cycle. Plusieurs critères encadrent le passage d'un élève en classe de seconde et le choix de sa série, explique le directeur du CEG Bégamin. Au sein donc de l'établissement, il y a un comité d'orientation
que nous constituons à partir donc des sachants de la maison. Et c'est ce comité d'orientation qui va disposer et des bulletins de l'apprenant et de son relevé de notes au BPC. Et c'est à partir de là que nous décidons de quelle série l'enfant peut faire et réussir la suite de sa scolarité. Dans tous les cas, quelle que soit la série, il est exigé que l'enfant ait un bon niveau en français et en anglais. Parce que sans les langues, aujourd'hui, on ne saurait rien faire de bon. Donc, de façon fondamentale, nous mettons un accent sur ces deux langues-là. Mais quand l'apprenant ne se retrouve pas dans le choix que lui propose son collège, il n'y a pas d'inquiétude. Il peut s'inscrire dans la série qui le passionne. Ce qu'il est important de savoir, ce sont les compétences spécifiques à chaque série. La série A, la série B, la série C et la série D dans notre sous-secteur d'enseignement secondaire. Voilà les séries qui s'offrent à l'enfant au second cycle. Et pour aller en A, en dehors des aptitudes en langue français et anglais tout à l'heure, il est exigé que l'enfant ait une capacité, n'est-ce pas, de mémorisation, et surtout pour les leçons, histoire, géo et autres. Il a aussi d'autres langues, espagnol, allemand, et que l'enfant doit pouvoir des aptitudes. Quand nous allons en C et en D, fondamentalement, ce qui est attendu, c'est d'être bien dans les sciences. Et avoir de l'amour pour les mathématiques, et pour les chiffres, les calculs. Et voilà. D'autres apprenants, après l'obtention du BEPC, optent pour l'enseignement technique, un choix qu'approuve l'acteur de l'éducation. Le programme d'action du gouvernement met plus l'accent même sur les filières techniques aujourd'hui, parce que c'est des filières pragmatiques et qui garantissent déjà à l'enfant au sortir des habiletés de prise en charge, voyez-vous. Donc déjà là aussi, c'est les mêmes choses. Il faut voir les aptitudes de l'enfant, ce que l'enfant ambitionne faire, désire et s'installer dans quel métier et d'avenir, c'est ça. Ces apprenants qui viennent d'obtenir leur brevet ont encore tout le temps pour mieux se décider. En attendant la rentrée scolaire, le chef d'établissement les invite à s'établir un bon programme de vacances. Quelques moments de distraction, mais surtout d'exercice, recommande-t-il. Parmi les décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, plus de 2 millions d'enseignants aspirants des lycées techniques mis en formation. On va suivre la substance avec Wilfried Léon Ngoubedji, porte-parole du gouvernement. La séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 13 juillet 2022, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Le présent code est une relecture de celui de 2008. Il intègre 10 nouvelles valeurs aux 9 anciennes, d'une part, dans le but de lutter contre les tares qui minent encore notre fonction publique, et d'autre part, pour l'adapter au contexte actuel en tenant compte des recommandations faites à cette fin. Aussi, le présent texte transforme-t-il en règle de conduite de l'agent public certaines valeurs contenues dans le dit code. Elles sont relatives notamment à la promotion du travail bien fait, au sens élevé de responsabilité, à l'intégrité, à la justice, à l'abnégation, à la dignité, de même qu'au patriotisme. En point 2, organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. La dynamique de développement qu'a amorcé notre pays et les spécificités des nombreux chantiers ouverts appellent une actualisation et un renforcement des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. C'est ce qui justifie l'adoption du présent décret en remplacement de celui numéro 2017-332 du 6 juillet 2017 portant sur cette matière. Il renforce la participation de tous les acteurs et consacre des innovations dont la réduction du montant des redevances à payer par les promoteurs, l'insertion des e-services
dans la délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale. La prorogation de la durée de validité du dit certificat à 3 ans contre 1 jusqu'ici et celle de la périodicité de réalisation des audits environnementaux et sociaux externes à 3 ans contre 2 actuellement. L'exigence d'un plan d'engagement de la part du promoteur pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que du cahier des charges y relatif. Mise en formation des aspirants au métier d'enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles. Le gouvernement avait procédé, au titre de l'année 2021, au recrutement d'une première cohorte de 662 aspirants au profit de ces lycées qui ouvriront leurs portes en 2024. Leur formation démarre cette année. Elle se déroulera sur les installations de l'Université d'agriculture de Kétou avec l'appui d'une expertise étrangère et portera, selon les profils de recrutement et les domaines retenus, sur 30% de théorie et 70% de pratiques professionnelles en contexte réel d'entreprise ou d'exploitation agricole, publique ou privée. À l'issue de la prospection effectuée, c'est l'Université du KwaZulu-Natal qui a été retenue. Son organisation, ses relations avec les entreprises agricoles sud-africaines, son positionnement sur le continent dans la formation des agronomes lui valent autant d'atouts. Par ailleurs, la plupart de ces formateurs étant anglophones, il sera procédé à une remise à niveau des apprenants par le Centre béninois des langues étrangères de l'Université d'Abomey-Calavi pendant une période de 3 mois. Dans l'actualité, Maître Joseph Diogbenou a démissionné de son poste de président de la Cour constitutionnelle mardi dernier. C'est donc le vice-président de l'institution qui assure son intérim depuis ce mercredi 13 juillet 2022. Joseph Diogbenou dit vouloir renouer avec les activités politiques et se met à la disposition de son parti, l'Union progressiste, mais qui, pour le remplacer, désormais à la tête de la haute juridiction, pour l'heure, aucune information officielle à ce sujet. Mais des éventualités se dessinent compte tenu des dernières actualités politiques. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons l'analyse de la rédaction. Mon intention n'est nullement d'occuper une fonction déterminée, mais de me remettre dans le débat politique, mais de me remettre dans l'engagement politique, mais de me remettre dans la construction politique. Joseph Diogbenou quitte donc ses fonctions de sage et président de la Cour constitutionnelle. Une question qui se pose désormais, qui pour lui succéder à la tête de la juridiction? Même si Patrice Talon, son mentor, a les choses en main, c'est au Parlement que tout va se jouer, puisque le sage démissionnaire était désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à ce dernier qu'il revient de pourvoir à son remplacement. Aussi, le président de la Cour doit être un juriste, un avocat ou professeur d'université de rang magistral, prévoit la Constitution. Ces différentes qualités ne manquent pas pour le moment au sein des sages restants au sein de l'institution. Mais les événements qui précèdent la démission de Joseph Diogbenou et le rôle important de la Cour dans la machine d'État dessinent clairement que le prochain président pourrait bien être celui qui sera désigné par le bureau du Parlement. D'abord, il faut noter la réinscription de Maître Adrien Rungwedji au barreau du Bénin, ce qui lui confère la légitimité d'être candidat à la désignation du sage remplaçant. Il pourrait se voir récompensé pour sa fidélité à la mouvance présidentielle malgré les événements de 2019 qui ont empêché son parti de siéger au Parlement. Il faut aussi remarquer la récente rencontre entre Patrice Talon et les anciens et actuels présidents de l'Assemblée nationale, dont Adrien Rungwedji. Par ailleurs, c'est Joseph Diogbenou qui est successivement reçu par le chef de l'État et celui du Parlement. Avec ce dernier, il a sans doute évoqué les questions de sa démission et celles liées à la désignation de son successeur. Cependant, les pistes probables ne se limitent pas qu'à Rungwedji pour diriger la juridiction constitutionnelle. Il y a bien de cadres de la mouvance qui remplissent les conditions et qui pourront se voir désignés sages à la Cour constitutionnelle. De toute façon, la succession de Diogbenou n'est pas une équation compliquée pour Patrice Talon et sa mouvance. Seuls les jours à venir pourront nous donner raison.
Nous sommes à quelques mois des élections législatives de janvier 2023. Elles se préparent déjà au niveau des partis politiques. Des partis de l'opposition se sont prononcés sur l'organisation de ce scrutin. Ils ont également fait des propositions pour des élections pacifiques et apaisées. Ils sont au micro de Romaric Doussa et Pierre Akabo. Et en interactualité, je l'avais annoncé en titre, la Côte d'Ivoire a démenti mercredi que 49 soldats arrêtés à Bamako 4 jours plus tôt constituaient une menace pour le Mali. Les relations entre les deux pays sont en train de se dégrader très rapidement alors que la junte malienne semble de plus en plus gagnée par la paranoïa. La Côte d'Ivoire demande au Mali la libération sans délai de ses 49 soldats arrêtés injustement dimanche à l'aéroport de Bamako. Le pays a nié toute intention de déstabiliser son voisin après que le Mali a accusé les militaires ivoiriens d'être des mercenaires. Mardi, la présidence ivoirienne a réuni un conseil national de sécurité extraordinaire, puis publié un communiqué affirmant qu'aucun militaire ivoirien n'était en possession d'armes et de munitions de guerre. La veille, le gouvernement malien a signalé que ces soldats ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire du Mali.
Selon Abidjan, la présence de ces soldats dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, est bien connue des autorités maliennes. Des militaires ivoiriens sont en effet présents à l'aéroport de Bamako depuis juillet 2019 et la signature d'une convention avec les Nations Unies. Mardi, l'ONU a expliqué que les militaires interpellés étaient des éléments nationaux de soutien déployés par les pays contributeurs de troupes à la MINUSMA. En France, le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi dernier sa volonté de repenser d'ici l'automne l'ensemble des dispositifs militaires de la France sur le continent africain alors que la France anti-djihadiste Barkhane est en train de boucler son départ du Mali. Le président a jugé qu'il s'agissait d'une nécessité stratégique évoquant dans un discours au ministère des Armées sa volonté de réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, en reconstruire une capacité à former ici et là-bas. Emmanuel Macron a annoncé mercredi son intention de transformer l'engagement militaire du pays, notamment au Sahel. Alors que le retrait de la force Barkhane du Mali se poursuit, le président français a plaidé pour une présence militaire plus discrète sur le continent africain. J'ai demandé au ministre et au chef d'état-major des armées de pouvoir repenser d'ici à l'automne l'ensemble de nos dispositifs sur le continent africain. C'est une nécessité stratégique, car nous devons avoir des dispositifs, si je puis m'exprimer ainsi, moins posés et moins exposés, et réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, reconstruire une capacité à former ici et là-bas. Après 8 ans de présence, la force Barkhane s'est vue contrainte de se retirer du Mali, alors que les relations entre les deux pays ne cessent de se détériorer. La France poursuivra son engagement au Sahel depuis le Niger. C'est la fin de cette livraison de l'information sur Speedline TV. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Bonne suite de programme à vous sur Speedline TV.